Bonjour Jacques Lerat. Bonjour Anne Brassier. Bonjour Jean Guénaud et Jacques Darribeaude. Merci d'être venu ce matin nous présenter, je dois dire, des documents tout à fait exceptionnels. Et je crois que les auditeurs seront aussi heureux que moi de les entendre. Vous avez, en janvier 1960, rencontré Céline avec l'intention de faire un film sur lui. Et vous avez... vous l'avez donc rencontré à plusieurs reprises et vous avez enregistré des conversations avec lui qui sont tout à fait étonnantes et ces cassettes, vous les avez fait parvenir par l'intermédiaire d'un ami commun qui est Pierre Monnier, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent puisque Pierre Monnier est venu à cette émission présenter ses livres, notamment les Pendules à l'heure. Les pendules à l'heure et les intellectuels... les grandes têtes molles. Les grandes têtes molles, voilà. Et peut-être aussi Ferdinand Furieux, oui, il y a les correspondances et avec non, Céline. justement, je ne l'ai pas invité, on n'a pas évoqué Ferdinand Furieux, parce que lui aussi était en effet un ami de Céline. Les grandes têtes molles, c'est un titre absolument merveilleux. C'est un titre fantastique, c'est sûr. Alors, peut-être avant, il faudrait vous présenter. Jean Guénaud, vous êtes agrégé docteur ès lettres, vous enseignez à l'université de Paris 7. Vous êtes vous êtes romancier. Je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore eu la chance d'avoir lu niveau roman, niveau nouvelle, mais en ayant lu déjà votre commentaire de l'œuvre de Céline, je suis déjà très désireuse de lire vos romans. Et vous avez un journal d'information technique pour les écrivains pratiquants, alors là, qui s'appelle J'écris, est une revue tout à fait étonnante. Est-ce que vous pourriez nous la présenter, cette revue? Déjà le titre, Journal d'information technique pour les écrivains pratiquants. En général, les gens qui écrivent parlent pas de leur pratique et les gens qui disent aux autres comment ils font pratiquer sont en général de faibles praticiens. De plus, ayant vécu dans l'université, j'ai été entouré d'écrivains non pratiquants ou peu pratiquants ou imperceptiblement pratiquants. Mais très doués pour commenter les œuvres des autres. Et surtout les fautes des autres. Ils ont une façon de leur mettre des bâtons dans les roues, de les paralyser. De chercher la petite bête. Voilà. De plus, j'ai été l'un des premiers en France à faire dans une université française des ateliers d'écriture. Maintenant, ça se répand, c'est la mode. Ce qui est américain. En Amérique, il y avait il y a beaucoup d'ateliers d'écriture. Au départ, aux États-Unis, c'était une façon de procurer des revenus à des écrivains qui se vendaient peu, mais qui étaient méritants et qui avaient du talent. Alors qu'en France, ça a été tout autre chose. Mais c'est tout à fait par hasard. J'étais professeur de linguistique et je suis devenu professeur de communication pour des commodités à l'intérieur de mon université. Il y avait un doctorat qui avait besoin d'un directeur. Et on avait besoin de moi pour prendre la tête de ce doctorat. Donc j'ai décidé de me demander à moi-même en option un cours de création de texte. Et j'ai demandé aux gens d'écrire des nouvelles. Je ne savais pas que la création de texte, ça consiste à ne pas faire écrire ou à faire ne pas écrire. Donc j'ai dit, voilà, je prenais une nouvelle de Maupassant, je la transformais un peu et je leur disais, voilà, il y a des personnages. Vous pouvez transformer le curé en bonne sœur, la mère en fille, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, mais racontez-moi une histoire sur 6 feuillets. À l'heure actuelle, à la fin du XXe siècle, on ne peut pas vendre plus de 6 feuillets. Une nouvelle de 6 feuillets, c'est déjà long. De plus, la presse périodique n'en prend plus. Vous vous ferez plaisir. Peut-être qu'avec une subvention, vos amis feront une revue qui publiera des nouvelles. Donc, la nouvelle est avec le scénario, le genre qu'on écrit pour le plaisir, car plus personne n'en achète. Trop de gens en écrivent, semble-t-il. Et pourtant, c'est un plaisir parfait, celui de la nouvelle. Ah oui, c'est réussi comme une aquarelle ou comme un soufflet. Et si ça marche pas, faut en faire une autre. Alors que le roman, on peut toujours retaper, retoucher. On met une bonne nouvelle qui est un mauvais roman, quand même. Certainement, c'est pas la même distance, mais on a plus de plaisir à bien savourer une bonne nouvelle que d'ennui potentiel. Le roman qui s'étire, surtout que le roman contemporain a perdu le personnage. On a sorti le personnage en disant que c'était indécent. On a des écrivains comme Sartre qui réussissent pas à dire je, ils disent il, Mathieu Delarue, agrégé de philosophie, il. Alors que Céline dit je. J'arrive dans Céline à toute vitesse et en plein dans le mur. Céline dit je d'un bout
à l'autre de son œuvre. Et ce qui donne à son énoncé une présence prodigieuse. Puis en plus de ça, c'est un frégoli. Il s'implique à fond, oui. Mais en même temps, il veut la distance. Alors c'est sa fameuse définition du transposé et son horreur de l'objectif. Et puis il parle à plusieurs reprises. En Ce plus. qui est objectif ne vaut rien. Alors c'est pourquoi il dénonce toute la littérature contemporaine, pratiquement. Et vous, Monsieur Jacques Daribaud, qui êtes-vous? Vous êtes professeur aussi? Non, pas du tout. Oh, non. J'ai fait quelques modestes études à la faculté des lettres. J'ai eu un diplôme d'ethnologie. À l'époque, justement, je m'intéressais énormément au cinéma. Voilà, c'est ça qui me passionnait surtout. Du reste, j'ai fait une grande partie de ma carrière à la télévision. Et puis aussi, j'avais le goût, la passion d'écrire. Alors, j'avais publié déjà 2 bouquins quand nous avons rencontré Céline. Et ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, pour rien au monde, nous n'aurions osé lui dire que nous écrivions. Bien entendu, il était tellement immense. On se demande même comment on peut oser écrire par rapport à Céline. C'est ça qui est terrible. Mais en même temps, quand on est dévoré par ce goût, par ce besoin, on s'y met quand même. Alors, j'ai eu le prix Caz en 78 avec un roman qui s'appelait Adieu Néry, qui est en fait une espèce de réflexion sur la mort d'un ami très cher que j'avais connu bien auparavant en Suisse, où nous étions ensemble en Sanaa après la guerre, parce que j'ai participé aussi à la dernière guerre tout jeune, et de ce qui a été considéré comme le bon côté, c'est-à-dire du côté de la France libre. J'étais parti à 17 ans, mais précisément, ça ne m'a rendu que plus libre par la suite de dire ce que je voulais, de penser ce que je voulais, d'exprimer ce que je voulais. D'ailleurs, il n'y a que ceux-là qui ont le droit, qui ont la possibilité de dire ce qu'ils veulent. Les autres... ça aide, effectivement. Les autres... Ça aide, oui. Alors, oui. Pour finir de présenter cette revue J'écris que vous publiez, Jean Guénaud, j'aimerais que Jacques lise ce petit texte de présentation, donc qui est sous le titre... Pour qui écrivent les journalistes. Depuis que les annonceurs désertent la presse écrite, les journaux, excessivement attentifs à séduire les donneurs d'ordre de la publicité, souffrent plus que ceux qui continuent à viser en premier lieu leurs lecteurs. Faudra-t-il bientôt choisir entre le plaisir de se faire lire et celui d'attirer les forts budgets de faire valoir? La réponse n'est pas simple. Elle n'est pas encourageante non plus. Sévèrement morigéné par sa femme et sa fille et délaissé par sa secrétaire en raison de son article révoltant sur l'invasion des Pidgins et des Créoles dans le numéro 29 de J'écris, le colonel Trigus a accepté de traiter le sujet. Parti d'un axiome connu, la liberté de la presse ne s'use que lorsque l'on n'en s'en sert pas. Le colonel se permet d'affirmer une vérité, hélas actuelle, la liberté de la presse ne s'use que lorsqu'on la sert. Nous avons exigé de lui l'emploi de 2 termes rencontrés dernièrement dans divers périodiques, victimaire et sociétal. Ces maniérismes sont destinés à montrer que nous savons rester cool, voire même hyper cool. Voilà, je voulais qu'on lise ce texte parce qu'il donne tout de suite le ton de votre esprit, Jean Guénaud, qui est éminemment décapant. Alors, on conçoit bien que vous soyez tous les deux attirés par Céline, dont Marcel Aimé écrivait cette petite présentation que je trouve belle et que vous citez au début de l'un des 2 livres que vous avez fait sur Céline, Jean Guénaud. Céline, écrivain arrivé, dans votre maison d'édition, édition Guénaud, 92 210 Saint-Cloud. Et voilà ce petit texte de Marcel Aimé. Sachant qu'il était en France le seul grand écrivain de son temps, ce lui était une jouissance de se voir traité dans les journaux, tantôt avec une condescendance amusée, tantôt avec un mépris hautain. Vous avez voulu, qu'avez-vous voulu faire en écrivant ce Céline, écrivain arrivé, après avoir écrit un autre livre qui s'appelle Céline, damnée par l'écriture, toujours au même
toujours chez vous-même. Toujours aux éditions Guenot. Je répète, oui. 92 210 Saint-Cloud. C'est l'année 94 qui vous a... c'est cet anniversaire. Oui, ça m'a déclenché. J'ai pensé que le centenaire risquait d'être célébré de façon diverse. Et surtout, il m'a semblé que Céline était devenue autre chose que le génial écrivain qu'il est, tout simplement. Céline était à l'époque à la fois une marque, un produit, une légende, et puis une prodigieuse écriture. Et beaucoup de gens qui n'avaient jamais lu Céline déclaraient froidement que c'était un écrivain génial, sans l'avoir lu. Une marque... par exemple, j'ai vu une dame venir me dire qu'elle adorait Céline. Lequel des livres de Céline préférait-elle? Elle citait Moravagine, dont chacun sait qu'il est de Blaise Cendrars. Alors on l'a laissé repartir sans la détremper, mais c'est un petit peu comme ça. Les gens, et Proust également, les gens qui relisent Proust sans jamais l'avoir lu sont nombreux. Céline était dans ce cas-là. Alors j'ai examiné un petit peu comment se présentait d'une certaine façon sa légende 100 ans après. Et je pense qu'il est tout de même dans un siècle, le XXe, qui est un siècle relativement court, qui commence à Sarajevo et qui se termine peut-être aussi à Sarajevo, qui commence en 1917 et qui se termine dans les années 90, un petit siècle, hein, le 19e vient jusqu'en 1914 pratiquement, et que Céline, à cet endroit particulier de son siècle, est pris dans les habitudes qui font qu'on ne peut être un grand écrivain que si on est un arriviste littéraire, comme Victor Hugo, comme Zola. Le premier arriviste littéraire est Byron. Hein, l'arriviste littéraire, il gagne de l'argent avec ses livres, les gens savent qu'il est écrivain sans avoir rien lu de lui, en général, il a le Goncourt, il est académisé, funéraillable national et parfois funéraillé national, comme Victor Hugo. Il y a des arrivistes littéraires qui n'arrivent pas, comme Rimbaud. Céline, à mon avis, arrive 100 ans après. Il éclate en 32 avec Voyage au bout de la nuit. Il se fait énormément d'ennemis parce qu'il a une façon d'écrire qui abolit celle des autres, comme le disait Jacques tout à l'heure. Plus personne ayant lu Céline ne peut écrire comme avant. Et en plus, ça y continue. Bon, il a des engagements dans ses pamphlets qui sont fâcheux pour son siècle. Au lieu de partir à Londres en 1940, il part en Allemagne en 1944. Ensuite, ça devient une sorte de clochard à Meudon parmi les chiens et les perruches. Et il écrit de mieux en mieux. Il invente en écriture. C'est le plus grand mélodiste français depuis La Fontaine. Dans le baroque, il égale Rabelais. Et dans la préciosité, car c'est un très grand écrivain précieux, il pratique la danse sur place et la dentelle, il est certainement supérieur à tout ce que la France, historiquement, a fait de belles préciosités, y compris celle de Madame de Sévigné, et très supérieur à la petite préciosité ordinaire qu'on pratique dans la presse hebdomadaire. Alors, sans vouloir offenser personne, j'ai écrit 128 pages, Céline, écrivain arrivé, et j'ai continué à publier ça chez moi, à Saint-Cloud, comme vous dites, boîte postale 101 d'ailleurs, oui, pour ceux qui souhaitent vraiment nous atteindre. Ça serait une précision que je n'avais pas, parce que vous ne l'écrivez pas, ce qui n'est pas bien. Comme je fais des livres sur papier de chiffon et de jolies couvertures... Vous ne voulez pas mettre ce genre de détails, mais c'est quand même très dommage, parce je le mets ailleurs, quoi. Parce que tout ce que vous faites, en effet, est très léché et raffiné. Le catalogue, votre catalogue est très joli aussi. On dirait presque du papier de Pléiade. C'est du papier de Pléiade. C'est du papier de Pléiade, voilà. En plus, ça, il est gratuit. Je veux dire, on m'écrit et je renvoie le catalogue. Et déjà, le catalogue est une réjouissance parfaite. Je l'ai lu hier soir, à une heure avancée, où encore une fois, j'aurais dû fermer les lumières. Mais ne serait-ce que les résumés de vos livres me faisaient tellement rire que j'ai continué. Je les ai lus de A à Z. Et je vous assure qu'il me passe beaucoup de catalogues dans les mains et qui vont très très vite dans la corbeille. Et que rien que l'énoncé de votre catalogue. Donc je suggère aux auditeurs qu'ils se procurent déjà votre catalogue, boîte postale 101 92 216, Saint-Cloud, CEDEX, et ils se réjouiront. Peut-être va-t-on tout de suite écouter cette voix de Céline dans ce texte extraordinaire qui sur le baroque. Alors, avant d'entendre la cassette, on va
déjà s'excuser auprès des auditeurs, parce que l'enregistrement a été fait de façon tout à fait... bien sûr, c'était il y a 34 ans, pas du tout avec les moyens... Mais à culpa, mais à culpa. Écoutez, je vais vous dire une chose affreuse, j'avais un Nagra qui était à l'époque le meilleur magnétophone, un Nagra à manivelle, et je suis allé faire changer les piles par le technicien, et le technicien a remis les vieilles piles. Donc si l'enregistrement est mauvais, c'est moi qui en suis responsable, parce que c'est moi qui ai fait la prise de son. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est que vous avez trouvé tout à fait bien qu'il y ait un serin dans une cage ou je ne sais quel autre oiseau, Perruche. une perruche qui fasse un boucan absolument inouï. Alors, on est suspendu aux lèvres de Céline et on entend cet oiseau qui fait entendre sa chanson. Et c'est à la fois infernal, mais c'est aussi très, très drôle. Et on a l'impression que Céline se relativise lui-même avec cette perruche qui parle derrière lui, qui domine. je trouve. Et l'ensemble est tout à fait exceptionnel. Je crois que la perruche est plus intéressante que nos questions. En fait, finalement, il est là, il nous parle. Et il faut bien voir qu'on était tout jeuneaux et tout naïfs. D'une naïveté totale. Alors, et plein d'optimisme. J'ai remarqué parce que vous dites à plusieurs reprises que tout va s'arranger. Oui, et on voit 34 ans après que malheureusement l'embellie tarde à venir. C'est quelque chose d'incroyable. Oui, moi je lui disais sans cesse, mais tout ça va s'arranger. Ça va se calmer, c'est un moment, mais c'est fini. Oui, tout va rentrer dans l'ordre. Oui. Oui, on pourra s'exprimer librement. Enfin bon. Et malheureusement, les choses vont en empirant. Ouais. Mais on va entendre cette merveilleuse entretien. Ce qui m'a enragé, c'est que j'avais imaginé recueillir, moi, à partir de ces sons, faire une sorte de commentaire par la voix de Céline des images que nous pensions recueillir. Et alors, avec ce bruit de perruche terrifiant, évidemment, ça compliquait les choses. C'est vrai, j'avais même écrit un scénario, je me souviens, à partir de nos entrevues, et on devait l'emmener sur les lieux de tournage. Ah oui, on se proposait d'armes de chevaux. Et en réalité, il a refusé. Non, il ne voulait pas paraître. Il ne voulait pas paraître. Je suis iconophobe, je suis mahométan, je déteste les images. C'est ça. J'ai rien à aucun foutre. D'ailleurs, votre premier contact avec lui a été très difficile. Ouh là là. Écrivez-moi. Il nous a virés. Il nous a virés pratiquement, oui. Ah oui, on s'est amené très timidement. Mais ça a été très impressionnant. Ça a été très impressionnant parce qu'on ne pensait pas tomber sur lui comme nous sommes tombés sur lui. Ah oui, c'est vraiment par surprise. Là, on a gravi le coteau, on traverse le jardin. Hein. Oui, on monte à travers les caisses affreuses, enfin un amoncellement, vous savez, un pavillon Louis-Philippe déjà. Il faut le contourner, il y a une porte en grillage derrière. Il est finalement protégé ou pas? Il n'était pas vraiment protégé. Non, mais la maison est considérée comme... Ah non, pas encore. Non, pas encore classée. Non. La bataille est encore à son plein. Mais à l'époque, c'était tout comme à l'époque de Louis-Philippe. Et puis les grilles, les portes derrière, les portes vitrées, c'était Second Empire, avec un bec de canne en cuivre. Et derrière le bec de canne, Troisième République, Louis-Ferdinand Céline, délabré, mal rasé, les yeux bleus. On le voit à travers une porte vitrée. Vous comprenez? Comme ça, tout à coup, on tombe sur lui, comme si c'était un fantôme. Alors Jacques s'avance et il dit, nous venons de la part d'une élève de Lucette Almanzor dont il connaissait le nom. C'était notre prétexte. Et puis il dit, écoutez, finalement... il appelle Lucette à ce moment-là. Ah non, attendez, à ce moment, il dit, vous lui dites, c'est avec vous, monsieur, que nous sollicitons l'honneur d'un entretien. Je n'entretiens pas. Courtois mais je n'entretiens pas. Il refuse. Alors Jacques dit, nous voulons faire un film sur vous. Il dit, des images, ça intéressera personne. Et puis envoyez-moi votre scénario. Vous avez de l'argent? Oui. Alors là, il se produit un truc exceptionnel. Je connais Jacques depuis de longues années. Jacques dit, nous avons de l'argent. Je connais Jacques depuis des années, il n'a jamais eu d'argent. Et tout d'un coup, là, il dit, nous avons de l'argent. Et moi qui travaillais à l'époque à la télévision scolaire, je dis, nous en trouverons. Je pensais que la télévision scolaire allait filmer Céline. Précipiter, oui. Alors qu'on t'a de le refuser un truc sur ça. Et alors là, il se met en colère, il dit, laissez-moi tranquille, écrivez-moi. Il crie, et Lucette descend l'escalier, et Lucette, dans l'escalier, elle sent instinctivement que son bonhomme est angoissé. Elle crie, il a une balle dans la tête. Et lui, il secoue la tête. Et moi, j'entends clairement drelin. Et il crie, je suis mutilé de guerre. Elle crie, il a été trépané. Et il dit, je suis invalide à 80%. Et Jacques dit, moi aussi, je suis invalide à 80%. Et Jacques secoue la tête et j'entends pas drelin. Et c'est le moment où je me suis aperçu qu'il fallait qu'on parte, quoi. Je portais le magnétophone
Alors on recule, il dit foutez-moi le camp, je veux pas d'image, j'aime pas, écrivez-moi, je ne reçois pas. Ouais. Et c'est alors là, on redescend. Il s'était radouci un peu à la fin. Quand il a vu qu'on partait, oui. Ouais. Surtout alors un geste très humain, il a rappelé ses chiens, parce que s'il n'a pas rappelé ses chiens. En plus, sur le bas du pantalon. Ah, il sautait autour de nous au moment où on a ouvert la grille qui grinçait. Vous vous souvenez, et les clébards étaient là. Alors il les a rappelés, on lui a écrit, il nous a répondu. Enfin, on vous remercie tout de même l'impression- d'avoir tenté cela parce que le Vous savez, résultat est tout à fait quand extraordinaire. même, l'impression de saisissement était extraordinaire en le découvrant comme ça. Parce que on avait, enfin moi j'ai ressenti ça comme un viol. Étant donné que je voulais poliment voir d'abord sa femme, puis ménager pas à pas l'approche. Et puis tout à coup on se trouve, voilà, et il nous voit. Alors, et en plus, on le surprenait en flagrant délit de méditation assez douloureuse. Il avait ce visage marqué quand même, triste. Il y avait une mélancolie poignante, absolument poignante. Moi, j'étais terriblement impressionné. Mais rien n'arrive sans hardiesse et vous avez eu raison d'être hardi ce matin-là. Comme ils appellent ça. Et nous n'avons pas ça, le Maroc, n'est-ce pas? Chez nous, tout devient rapidement discipliné, n'est-ce pas? Et vous êtes un grand baron, justement. Vous êtes un très grand baron. Je vois un journal que je lis, un journal habituel, le Figaro, parce que je regarde la nécrologie, n'est-ce pas? Mais c'est un long précis-pressa de bout en bout. C'est exactement comme si j'étais à Saint-Sulpice quand je dis ça. C'est un précis-pressa, ce qu'il faut faire, ne pas faire, penser, ne pas penser. Et s'il vous plaît, vous devriez, voilà, la vérité est là. Et je vous prie dans la mesure où, et cependant que, n'est-ce pas? Et puis, je vous prie, il y a ceci qui ne doit pas être pensé. Oh, comment cette pensée a-t-il pu naître? Oh, mais il me semble que... Enfin, vraiment, on est emmerdant, mais en crevé, n'est-ce pas? Et ça, vous en tirez un agacement énorme, une irrité. Vous feriez ce journal, n'est-ce pas? Tellement il est assommant de pédantisme. Mais c'est le classique français, ça. Ah oui, n'est-ce pas? On sait la vérité, alors on la connaît, on y met de temps en temps une fantaisie, une brève fantaisie de très bon ton, et puis on y ajoute une petite trouvaille. L'avez-vous trouvé, cette trouvaille? Ah, que c'est fin, c'est étonnant, quelle fine trouvaille. Oh, une petite acrostiche, une petite, une coupillote, oh, est-ce féminin, toute la grâce féminine, c'est emmerdant à crever, ça sent le morceau. Dans le temps-là, même de Stel a fait le maximum, mais toutes d'ailleurs, mais tous et toutes, ils sont féminins et jésuitiques en crevé, et ils sont, c'est assommant. Il y a quelques, enfin il y avait une petite équipe qui avait essayé quand même de rompre avec ce rond-là. Les surréalistes avaient essayé quelque chose dans ce sens. Oui, mais alors là, ils se défendent de toute tradition. Alors là, c'est impossible aussi, c'est trop prétentieux. Trop prétentieux. Non, ça c'est pas. Je trouve ça trop prétentieux. Alors là, quand on dit, c'est l'école des messages, des manifestes. Alors là, ils en font toute la journée. Avant, ça, on dit, voilà comment il faut écrire un roman. On sait. Alors maintenant, on va s'y mettre. Oh, c'est assommant. Il y a tout, excepté là. C'est-à-dire qu'il y a tout. Excepté le principal. Le principal, ça consiste à mettre sa peau sur la table et voir ce qu'elle donne. Exactement. C'est là le problème. Rien n'est donné sauf la mort. Là, elle s'est inspirée. Et ils ont tous passé à travers. Il y a un type qui s'appelle Crevel, tout de même, René Crevel. Ah oui, il y a le petit chapeau, lui, quand même. René Crevel. Je ne le connais pas. René Crevel. Il a écrit un bouquin assez pathétique. Il a écrit ça en sanatorium, c'est presque son seul bouquin. Il y a Louis Robert qui a fait ça se fait beaucoup, ça, des romans de tuberculeux. Louis Robert, le roman, c'est vieux, c'est connu, c'est emmerdant aussi, ça. Ça a été travaillé, le Sana a crevé, ça aussi, Sana. Alors, les amours du Sana, Louis de Robert, avant la guerre. Louis de Robert, le roman, les enflammés, les fiévreux, les amants. Non, c'est de la priapique, ça, c'est pas drôle. Alors ça, c'est triste. C'est pas rigolo du tout. C'est pas rigolo du tout. Même chez Delahaye, il s'est publié des romans du Rémique qui crevait un mètre, il racontait lui-même sa vie, sa mort. C'est pas ça non plus, mais c'est pas ça non plus, n'est-ce pas? On veut pas être au courant de ces choses-là, mais non, qu'on vous raconte quelque chose en aventure,
que le fond tragique intéresse le bonhomme qui le vit, oui, mais n'intéresse pas le lecteur qui passe en dire, vous savez, dans telle circonstance, j'ai failli être pendu, puis je me suis tiré à tout ce compte, hein, admirez-moi. Et puis alors, non, c'est pas ça. Il y a un autre grand rieur dans la littérature française, Rabelais. Est-ce que vous l'avez beaucoup... Mais il est un peu emmerdant par la question catholique, qui est vraiment la barbe. Comprenez. Alors c'est pas mangeable, c'est trop loin de nos soucis habituels, ça, n'est-ce pas? Ça comptait évidemment énormément, puisqu'il y passait son temps à s'empêcher d'être brûlé, mais il faut avouer que c'est pas palpitant. Nous avons d'autres, en ce moment-ci, c'est d'autres problèmes qui sont intéressants. C'est pas de savoir si la Vierge est immaculée ou non. Ça ne nous passionne pas. À cette époque-là, ça avait grosse importance parce que, n'est-ce pas, la politique ou le marxisme à notre époque, quoi. Ah oui, bien que le marxisme, non, il y a un certain sectarisme, oui. Qui a tendance à s'atténuer quand même, vous savez, je crois que ça va changer par la force des choses, ça. Le sectarisme, il a existé. Et là, nous sommes emmerdés par une question de race. On n'ose pas le dire encore, mais une question raciale qui se pose. Oui. C'est si on va pouvoir vivre ou pas vivre, parce qu'on va être tellement nombreux qu'on va plus bouffer. Voilà la grosse question qui se présente. Exactement, c'est le problème démographique. Oui. Le problème démographique, c'est le problème démographique. Les guerres, tout ce qui était résolu par les épidémies autrefois. Tout le monde crevait. Mais maintenant, les épidémies, il n'y en a plus. On a vaincu ça. Alors maintenant, c'est le problème de bouffer. Là, pendant que nous parlons, il naît un Chinois toutes les secondes. Alors, bon, ça devient très grave. Alors, il faut donner à bouffer à tout le monde. Et au fond, n'est-ce pas, l'Asie a peur et l'Europe a faim, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. L'Asie a faim et l'Europe a peur. Oui, voilà pour l'histoire. Alors, évidemment qu'ils vont venir en Dordogne. Les plus folles armées, les plus féroces tamerlandes possibles, quand ils arriveront à Cognac, ils seront ratissés, ils auront pris le goût du Cognac, et puis ils auront tellement bouffé, ils font la distinction. Les plus déterminés anthropophages, quand ils auront mangé du gigot à l'ail, n'est-ce pas, et ils sont tapés, ils font des distinctions entre le mouton, le mouton de bord de la mer et le mouton de l'intérieur, tout ça. Non, il vient raffiner. Ici, on est raffiné de la gueule, n'est-ce pas? Raffiné de la gueule. C'est ça, les Français, ils sont plus raffinés dans rien que de la gueule. Ça de ce côté-là, ça me prend bien, ça. C'est le propre des vieilles civilisations, d'ailleurs. La gueule, oui. C'est ce qui nous rapproche des Chinois, en réalité. Oui. Mais ils sont Bouddha, ils ont la gueule, ils ont un triple cul, un triple bide. Puis ils ont inventé l'auto, qui est magnifique pour promener des Bouddhas, n'est-ce pas? Si Bouddha avait une auto, vous vous rendez compte qu'il aurait fait. Alors, vous avez Khrouchtchev, il a un gros cul, n'est-ce pas? Il va partout, il a rencontré des histoires. Il se tient mal, n'est-ce pas? Les gaudrioles de commis voyageurs, il trouve très forte, n'est-ce pas? Qui ferait rougir Clément Vautel, enfin, stupide, n'est-ce pas? Ça marche. Ah, moi je suis. Un autre gros cul en face, qui répond à un autre gros cul. C'est très vulgaire, n'est-ce pas? Tout finira par la canaille, dit Nietzsche, et nous y sommes, n'est-ce pas? C'est évidemment la... Merci vraiment pour cet enregistrement, Jean Guénaud et Jacques Daribeaude, parce que c'est tout à fait toujours émouvant d'entendre un écrivain. Et là, je trouve que son texte est d'une force, sa parole est d'une force étonnante. Il l'a déjà écrit ailleurs, hein, dans ses interviews de la fin de sa vie. D'abord, il répète toujours la même chose à tout le monde, et ensuite, il nous dit que des choses qu'il a déjà écrites, soit dans Nord, soit dans Rigaudon. Les Chinois, c'est dans Rigaudon. Ce qui me semble intéressant dans notre interview, là, et je pense que Jacques sera d'accord avec moi, c'est que nous sommes des gens des questionneurs sans défense. Il a horreur des journalistes, ça l'impressionne, et Céline n'est au mieux de lui-même que lorsqu'il est en route libre devant, comme on dit dans la marine à voile, lorsqu'il sent qu'il n'a rien et qu'il peut lancer son monologue, on lui pose des questions, ça l'empêche pas de continuer sa route, et surtout, on voit bien qu'il n'aime pas les autres écrivains. Il n'aime pas Rabelais, il n'aime pas Proust, René Crevel, c'est un tuberculeux, alors c'est pas un écrivain. Ah oui, alors Stendhal, je lui ai posé plusieurs fois la question, parce que... on va le réécouter tout à l'heure, il n'aime pas du tout.
On va continuer. Ah, il déteste. Pour on lui, va continuer cet enregistrement parce que je l'ai interrompu pour vous redonner la parole mais il va parler de Balzac et de Stendhal en effet en des termes assez étonnants. Mais toutes ces définitions sont des définitions. Non, toutes ces définitions sont des définitions d'écrivain. Un écrivain, c'est celui qui met sa peau sur sa table. Ah oui, toujours. Ah oui, parce que lui, il l'a mise finalement. Et c'est sa situation d'écorché. Mais au sens propre du terme. Exactement. Puis alors, il y avait une immense consolation chez lui quand même, à la fin de sa vie, c'est que quand il disait « j'écris pour rendre les autres illisibles », mais c'était vrai. Et il le savait. Il a aussi vous le dites, il le dit, je suis un détraqué nerveux, un nerveux détraqué d'ailleurs. Ah oui, celle-là on connaît, oui. C'est pour se protéger, je pense, c'est pour ne pas être tenu pour responsable de certaines de ces paroles qui ont été considérées comme des actes. Je crois que chez Céline, ce qui est intéressant, c'est de voir que la parole n'est pas un acte, alors que pour Gide ou pour Sartre, c'est un acte. Si la parole est un acte quand c'est une bulle du pape et puis qu'il y a des gens pour tenir des tribunaux, ou bien un arrêté du préfet de police, c'est un acte, vous voyez, ou bien une proclamation avec des militants, des tontons macoutes ou des exécuteurs. Alors que pour Céline, c'est une modulation comme chez La Fontaine. Et c'est jamais un acte. Les actes de parole de Sartre l'ont amené à certains moments à aller s'incliner sur des tombes de gens dont il avait pensé qu'ils étaient très coupables et qui ont été exécutés et qui ne l'étaient pas tant qu'on l'a dit. Vous voyez, pour Céline n'est pas un meurtrier par le langage. Si les gens meurent, c'est parce qu'ils s'exposent à essayer d'écrire ou de tartouiller des trucs qui ne sont pas à la hauteur. Il est sûr de son génie. En plus de ça, c'est quand même quelqu'un d'assez génial. Mettre sa peau sur la table, c'est pas mettre la peau de Rabelais ou de Proust. Hein. La peau de Proust, elle ne vaut pas la peau de Céline. C'est quand même sa peau. Il est très habile, il est adroit, c'est un menteur. C'est l'un des plus grands menteurs de la littérature française. Et je crois que le mensonge est une profession lorsqu'on est dans la littérature. Il y en a d'autres qui mentent mal. Lui, il ment bien. Il ment tellement bien qu'on est embarqué dans cette sincérité. C'est ça, son génie d'écriture. C'est de nous embarquer là-dedans. On pense d'ailleurs on pense à Monterland à propos du mensonge. Et Monterland dont Céline disait le buste à pattes. Le buste à pattes. Et Sartre, il faut rappeler que cet article célèbre à l'agité du bocal. Oui, en fait, c'est le 5e pamphlet. Hein. Les pamphlets de Céline, il y a Mea culpa en 36, retour du RSS. Bagatelle pour un massacre, 37, c'est le plus ouvertement antisémite de tous ces pamphlets. En fait, il est aussi très antisoviétique. Ensuite, il y a les deux autres. Enfin, il y a l'école des cadavres en 38 et les beaux draps en 40, publié en 41. Et puis le 5e pamphlet, c'est quand il apprend que Sartre a dit si Céline a pu soutenir les thèses nationales, etc., c'est qu'il était payé. Or, c'est inexact. Céline n'était pas payé, il n'était pas socialiste, il n'a jamais admiré les Allemands, il prenait Hitler pour un dingo, et Sartre fait une erreur. De bonne foi, je pense. Sartre est quelqu'un d'assez sincère, c'est un normalien naïf, il croit qu'il y a des choses qu'on peut faire comme ça impunément. Céline, ça le fait bouillir, on lui met la tête sous l'eau alors qu'il est en exil. Il est furieux et il écrit à l'agité du bocal et Sartre il l'appelle le ténia. Le ténia. Ce qui est quand même, compte tenu de l'endroit où vit le ténia, ce qui est tout de même la nature la plus parfaite et la plus odorante. Voici ce qu'il écrit à Sartre. Ou plutôt malodorante. Petite saloperie gavée de merde, tu me sors de l'entrefesse pour me salir au dehors. Anus, quin, fouille. Que cherches-tu, qu'on m'assassine? C'est l'évidence. Ici, que je t'écrabouille, foutu d'honneur, maudit, hideux, chiant pourvoyeur, bourrique à lunettes. Voilà que je m'emballe. Oui, mais quand Céline dit qu'il n'aurait jamais fait de mal à une mouche, mais il est parfaitement sincère, c'est vrai, il n'imaginait pas un instant qu'on pourrait confondre, justement, comme le dit Jean, le mot avec l'action. Une mouche peut-être, mais pas un chien. Il a peut-être écrasé des mouches, mais il a jamais tué personne. Non. On tue plus avec des paroles aussi, hein.
là, Sartre, en fait, ça n'a pas été publié. Normalement, les temps modernes avaient publié le papier où il se sentait diffamé. On aurait été dans un régime où on appliquait la liberté de la presse. Il y avait un droit de réponse. Peut-être pas sur toute l'ampleur du truc, mais enfin, quand même. Or, ça a été le silence absolu. C'était publié pour la première fois dans le Gala des Vaches de Paras, ce texte à la JT du Bocal, parce que personne n'en voulait. Faut dire qu'il est d'une violence. Donc, tout à fait réjouissante quand on sait que Sartre, la renommée de Sartre continue à illuminer cette période obscure. Oui, obscure. on en revient, alors je crois que c'est terminé. On a dans des livres qui viennent de paraître sur les manuscrits des romanciers contemporains, j'ai vu des éloges de Sartre, de la plume de Sartre, alors que j'ai vu le Brasiliaque traîner plus bas que terre, alors que Sartre, si on prend ce ton et ce registre, Sartre a soutenu un régime communiste à l'origine de millions de morts, et qu'on est prié, quand on souligne la culpabilité de Brasiliac, de souligner aussi la culpabilité de Sartre. Anne Brassier, n'avez-vous pas l'impression qu'ils sont tous les deux normaliens, c'est-à-dire instinctivement domestiques, d'une certaine façon? Pardonnez-moi de dire ça, parce que sortant moi-même d'une école normale supérieure... Vous êtes dur, parce que Brasiliac domestique, ça c'est une idée que je récuse complètement, mais c'est un autre débat. Emballé, sincère. Hein. Oui. Disons bon serviteur. Je retire domestique, bon serviteur. Oui. Mais vraiment, ce texte sur Sartre, j'avoue, fait très plaisir. Sartre n'est pas doué pour l'écriture, Céline est douée pour l'écriture. C'est ça l'évidence. C'est un mauvais romancier. Sartre est plutôt naïf dans cette affaire-là. Il est fourvoyé. Il était fait pour l'enseignement et peut-être la polémique journalistique. Absolument. Mais ne traitons pas de Sartre. Le temps est précieux et nous sommes sur Céline, nous sommes sur votre œuvre Jean Guénaud et sur vous-même Jacques Daribeau. Tout ça, il faut choisir dans la vie, et je n'ai juste ce texte de Céline sur Sartre et la parenthèse est refermée. Et je voudrais vous donner la parole, Jean Guénaud, pour ce texte dans lequel vous décrivez les démêlés de Céline avec son éditeur, qui est un texte savoureux aussi. Les relations entre un écrivain et son éditeur ne sont jamais simples, ni continues, ni généreuses. Historiquement, Saint-Gaston a recueilli Saint-Céline à l'époque froide où plus personne n'osait se mouiller. Il lui a servi de banquier. Leur liaison a un passé. La NRF aurait pu publier Voyage en 1932 et ne l'a pas fait à cause du rapport de lecture d'un bedeau défavorable. Ainsi, au regard de l'histoire, Saint-Gaston restera l'éditeur qui a raté à la naissance Saint-Proust et Saint-Céline et qui les a récupérés ensuite. Prouesse de chasseur de tête ou réussite de chasseur de primes, Monseigneur le Pognon eut toujours son couvert mis à la table de Saint-Gaston. Céline traite Gaston en épicier, en réussisseur de la Troisième République, avec des Gastons partout où on décide. Il l'agresse directement, par allusion à ses maîtresses. L'homme avait le goût des dames et bon goût, à son argent, à ses réseaux d'influence. Il est vrai qu'ils sont légions, les Gastons, titulaires de fauteuils ou de prébendes, à hanter les couloirs de l'université et de l'église aux Gastons. Quelques Gastons collabos, au moins aussi antisémites que Céline, traverseront sans peine le rue d'hiver de l'épuration sous la pèlerine à Gaston. Il a ses Gastons protégés et ses Gastons obligés. Céline en est jaloux. Surtout lorsque les Gastons éclusiers du tirage et de la vente lui donnent l'impression d'œuvrer contre lui. Et puis Jacques, on va lire cette lettre de Céline à son éditeur, qui est tout à fait amusante. Attendu que François Sagan est reconnu par la presse mondiale du même calibre de génie que Rimbaud, je voudrais bien que votre commentaire me situe une bonne fois pour toutes entre Rabelais et Dostoïevski, très fermement. Autrement, j'y perds et passe pour un péteux, fourvoyé charitablement secouru. Voilà le genre d'exigence et de lettres, et encore celle-ci est une des plus douces entre Céline et son... Alors, il y a un autre passage très intéressant, c'est une allusion au sectarisme que Céline fait dans ce deuxième enregistrement que l'on va entendre sur l'époque, sur le bien et le mal après-guerre et sur la caricature. Eh bien, c'est que par exemple, il y a une férocité en France sectaire, pour le moment,
et qui fait que l'opinion publique, et même l'instruction publique, va devenir tout à fait idiote. Parce que, après tout, on a séparé, on a mis d'un côté les anges, de l'autre côté les démons. On est beaucoup plus sectaire que du temps où la religion pourtant avait son mot à dire. Mais on ne voit pas en ce moment-ci un Rabelais des temps actuels, des questions actuelles qui pourraient naître. Ils seraient fusillés, écartelés rapidement, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, si vous voyez un martyr, quand on parle de martyr, Barrès disait, il n'y a pas de martyrs, il n'y a que des martyrs reconnus, n'est-ce pas? Alors, les martyrs reconnus, on les connaît, on sait bien à quel côté ils appartiennent, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Et les méchants, ils sont d'un côté, pas du tout de l'autre. Alors, il n'y a que des anges et puis des méchants. Il y a des bons et des mauvais. C'est un petit peu étroit, ça confine à l'idiotie, n'est-ce pas? Alors, c'est même tout à fait idiot. Et bientôt, 20 ans après ces événements, ça devient un peu bête, n'est-ce pas? Même dans les restaurations les plus farouches, enfin, après le Second Empire, enfin, n'est-ce pas, on n'hésitait pas à parler des horreurs de Nantes et des horreurs de Carrier, de Robespierre, etc. Mais maintenant, on en a chien, n'est-ce pas, dans le lieu, il n'y a que des gens qui sont sublimes d'un côté, et de plus en plus sublimes, et toutes les semaines, il sort un film de sublimité. Mais jamais, de l'autre côté, jamais. Même la plus vague illusion, enfin, peut-être qu'il y a peut-être quelques crapules là-dedans. Oh non, jamais. Mais alors, n'est-ce pas, c'est un peu idiot comme ce jugement. Disait, la révolution est un tout, n'est-ce pas? Non, il y avait évidemment du savoir banal qu'il y avait des voleurs, des bandits, des crapules là-dedans, comme dans tous les mouvements populaires, et là, qui ne font que ça. Donc, il faut admettre que de l'autre côté, il s'est passé bien des choses énormes, n'est-ce pas? Cette espèce de stérilité, de fanatisme stérilisant, émasculant, n'est-ce pas? Qui fait qu'il n'y a jamais qu'un côté qui est chanté. Je vois dans les journaux, enfin, maintenant, on peut toujours chanter. On va trouver maintenant les martyrs qui étaient pas nés. Les enfants à la mamelle, de d'un coup, anti-ceci, anti-cela. Ils prennent fait et cause pour un enfant qui se rappelle qu'il a été martyr, tu vois. Ça devient un peu tout à fait bête, ça devient stupide, n'est-ce pas? Alors qu'il y a de l'autre côté des choses très intéressantes à dire, certainement, n'est-ce pas? De toute façon, mon Dieu, n'est-ce pas? Nous avons tous les mémoires, mon Dieu, aux époques n'ont jamais manqué de martyrs et de bannis, d'exilés, de tracassés, de traqués, de maudits, etc. Mais ces gens-là sont casés, puis que ce soit des cartes, que ce soit des cartes ou tant d'autres, n'est-ce pas? Ils trouvaient refuge en Hollande. Et puis, ils trouvaient refuge ailleurs, ils allaient à Stockholm, ils allaient en Russie, n'est-ce pas? Mon Dieu, on n'a jamais... L'abbé Prévost n'a jamais fait que ça non plus. Alors, en somme, les types, évidemment, tout ce qui marque, tout ce qui se fait connaître est sujet, est immédiatement traqué par la masse d'abord, qui ne demande que ça, et par le pouvoir qui obéit à la masse. Alors, si on les étouffe une fois pour toutes, on aurait dit, vous savez, l'abbé Prévost, c'est pas très recommandable, c'est un cochon, faut pas... Bon marché, il y a bon marché, vous savez, alors, il y a pas le Figaro, faut arrêter ça, n'est-ce pas? Bon marché, c'est un cochon, et il est poursuivi, il est trafiqué, il est trahi, etc. Ça n'empêche pas que c'est tout de même bon marché, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu... On pourrait comprendre une période de fièvre criminelle, de fièvre fanatique qui durerait quelques années, mais 20 ans, 25 ans, ça s'est pas beaucoup vu, n'est-ce pas? Ça, non. Et ça, c'est nouveau. Chez les Français, c'est nouveau, ça. Cette façon cette pérennité exclusive.
Ça a duré longtemps dans les guerres de religion, mais enfin maintenant, ça s'atténue terriblement. Oui, les jeunes Monsieur Jacques Daribeaude, c'était vous qui Bien sûr. suggériez que, Oui, que les choses allaient mieux. Oui. C'était il y a 34 ans. Oui, j'étais d'un optimisme tout à fait naïf, oui, bien entendu, parce que depuis, nous avons appris à ce qu'est devenue la politique, enfin la dictature du politiquement correct, et on s'aperçoit qu'elle a toujours existé, mais enfin qu'elle se renforce d'une manière inouïe et révoltante d'ailleurs. Alors, Céline, il a toujours été politiquement tout à fait incorrect. Oui. Bien entendu, toute sa vie. Mais si l'on y réfléchit un peu, il n'est pas le seul à ce point de vue-là, parce que tout grand écrivain, à toute époque, Absolument. est politiquement très incorrect. Absolument, oui. Bon. Ne donnons que l'exemple de Flaubert. Mais Flaubert, dans sa mais- correspondance ou dans ses Mais bien dans ses entendu, livres, mais Balzac lui-même. un explosif à lui tout seul. Mais c'est évident. Et Saint-Simon, qui a été Saint-Simon, publié, bien sûr. évidemment, plus de 50 ans après sa 100 mort. ans, 100 ans. Oui, Oui, bien plus sûr. de 100 ans après. Oui, oui, non, mais enfin, il Oui, est nous connu quand même. nous situons même 50 pas ans. dans le rapport anti-république. Bien Saint-Simon, sûr. c'est Ah oui, oui, c'est le à une pouvoir. explosion contre C'est le pouvoir, le royaliste. pouvoir. Tout à fait, mais quand on Quel sait qu'il qu'il y a soit. des manuscrits dans les caisses, on les prend. Ah oui, oui, oui. Sous la royauté, sous la République, encore pire. Oh là là, on referme aussitôt. Oui, voilà. Alors ça se renforce à tel ça, point, c'est bon, qu'on en arrive à l'assassinat du génie. Ouais. Et c'est ce qui fait que la littérature contemporaine est d'une telle insipidité. Ouais. C'est la consécration du médiocre. C'est ce que disait Céline très très bien. Ah, moi, je ne sais pas s'il ne faut Ah, pas oui. distinguer l'écrit intime, Saint-Simon bien voilà. sûr, mais les lettres de Céline qui constituent une part immense de son œuvre. Hein. Exact. Et c'est celle dans lesquelles, c'est la partie de son œuvre où le ton est le plus libre. Ouais. En termes de tonnage, il y a sûrement plus de lettres que d'œuvres publiées connues. Et Sûrement, c'est sûrement. le ton. Céline est un maître dans les tons. Ouais. Il écrit à des gens qui connaît très bien, qui sont des amis, et il Ouais. est entièrement libre. Ensuite, un petit peu plus loin, il y a les pamphlets. Il écrit à des gens dont il assume qu'ils seront plutôt de son avis. Il y a un ton de complicité. Et Ouais. puis alors, après, au-delà de ça, il y a le ton, par exemple, des chroniques allemandes ou bien des féeries, qui est un ton de proximité relative. On m'a fait souffrir, vous savez, vous êtes au courant. Et puis après, il y a, c'est le ton copain, ça, ou le ton un petit peu clodos que j'ai souffert. Ensuite, un petit peu plus loin, il y a le vécu d'époque avec Guignol's Band, la partie anglaise. Ouais. Et puis, il y a le dernier cran qui est la partie de l'œuvre la plus évidente, la plus prônée, mort à crédit, casse-pipe, voyage, où il se jette au-devant de gens qui sont inconnus. Le gouffre le plus inconnu, c'est voyage. Il ne sait pas s'il aura des lecteurs, il ne sait pas s'il sera lu, il ne sait pas si on partagera son génie d'écriture qu'il sent Ouais. et qu'il va connaître de plus en plus. Ouais. Mais en fait, il commence par le plus difficile. Non, mais il a vécu l'étouffement du génie, quoi, c'est ça. Ah, c'est certain. Et D'où l'importance des lettres. ça se renforce. Ça se renforce. C'est ça qui est effrayant. Il faut dire aux gens de lire paradoxalement, quand même Céline un peu, hein. oui, mais De lire Céline. bien sûr, mais paradoxalement, il se produit en ce moment même une espèce de tournant qui est provoqué par le face-à-face Mitterrand-El-Kabbach. À partir de là, c'est très très curieux, mais toute cette mythologie Oui. de la Et loi, cette de la loi des vainqueurs. Et cette phrase de Comprenez-vous? Mitterrand, tout ne s'est pas passé, ça ne s'est pas du tout passé comme cela, monsieur Mais El Kabbach. voilà. Cette phrase-là. Oui, 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 oui. Et le refus de demander pardon aussi, enfin bon, au nom Bien de sûr. l'État français, etc. Alors, du coup, ça fait basculer assez fortement cette Oui, loi c'est- des vainqueurs. Enfin, ce il côté s'est passé quelque chose ce jour-là, oui. Ah, c'est certain. Il s'est passé C'est quelque certain. chose ce jour-là. Oui, alors justement, moi je m'excuse d'en parler, mais j'ai un bouquin qui va paraître, qui va Oui. sortir, un ensemble le recueil des chroniques que j'écrivais pour le bulletin célinien, Oui. et qui tire à boulet rouge précisément sur cette prétention inadmissible et révoltante du politiquement correct. Alors ça va sortir. Alors vous serez notre invité à nouveau. Dès que cela sort, vous revenez à notre micro, monsieur Jacques Daribeaude. Et Jean Guénaud, nous vous invitons aussi dès que vous le pouvez.
pour ce journal d'information qui s'appelle J'écris, qui est donc une très jolie revue pleine d'humour. Je donne par exemple d'abord, il est composé en Baskerville et Garamond, c'est déjà tout un rêve, imprimé sur un verger de chiffon qu'on utilise pour le tirage de tête des livres de littérature. J'écris est livré non coupé, désormais en format double Jésus à 4 plis croisés sur 32 pages de 19 cm sur 28. Déjà ça, c'est tout un poème. Et vous dites en dessous, ont collaboré à ce numéro René Barjavel, l'abbé Aristide Bigus, Pierre-Henri Dancourt, Jean Guénaud, Armand de Saint-Gus, Albert Sigus et le colonel Alexandre Trigus. Et je crois reconnaître que Armand de Saint-Gus, Albert Sigus et Alexandre Trigus sont 3 autres personnes qui ressemblent étrangement à Jean Guénaud. C'est une déclinaison d'Albert Sigus, enfin c'est des pseudonymes que j'ai utilisés autrefois. On a tellement de difficultés à trouver des collaborateurs qui vous ressemblent qu'il est parfois préférable. Que vous avez réglé le problème. Alors vous ajoutez ni publicité ni subvention et vous dites aussi dans votre catalogue que certains autres textes ont la forme de samizdat et que donc on veuille bien écrire à votre maison d'édition pour les avoir. Alors, cette maison d'édition dont je rappelle le nom, édition Jean Guénaud, boîte postale 101 Saint-Cloud. 92 216 Saint-Cloud. 92 216 Saint-Cloud. Et puis ces 2 livres dont on a parlé ce matin, Louis-Ferdinand Céline, damné par l'écriture, de vous-même Jean Guénaud, et le joli petit livre Céline, écrivain arrivé, 1894-1994, qui est certainement une approche d'une intelligence et d'une force et d'un humour et par ailleurs aussi d'une approche littéraire, parce qu'on oublie souvent de parler littérature alors que c'est tout de même le nerf de la guerre, si je puis dire. Une remarquable approche de la prose de Céline que vous nous rendez tout à fait compréhensible, et vous supprimez tous les mythes à propos de cette écriture et tout ce que l'on dit sur elle de façon tout à fait passionnante. Alors je vous remercie infiniment pour d'abord ce cadeau que vous nous avez fait de la voix de Céline et pour ces livres, et ce n'est qu'un au revoir, il faut que vous reveniez au plus tôt l'un et l'autre.